Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Irina Anelok, responsable pédagogique à l'IFG Executive Education. Je coordonne plusieurs formations, dont la formation en supply chain, logistique et achat. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui un de nos intervenants, Emmanuel Monlot. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Donc Emmanuel a une très riche expérience en matière d'achat et de supply chain. Je vais présenter, vous me corrigez si je me trompe. Donc vous avez fait une longue carrière d'acheteur et de responsable achat dans différentes industries et ensuite vous avez décidé de créer en 2013 un cabinet de conseil pour accompagner des entreprises de différentes tailles, de différents secteurs sur les achats et le supply chain et peut-être sur d'autres choses dont vous nous parlerez. Je vous laisse développer un petit peu plus et puis commencer votre présentation. Merci beaucoup, Irina. Effectivement, moi, je suis acheteur, ingénieur de formation, mais je suis acheteur. J'ai fait toute ma carrière dans les achats, différentes industries, l'automobile, le secteur de l'énergie, l'acier chez ArcelorMittal sont des expériences assez structurantes. Hein. C'est l'avantage de travailler dans des grands groupes. Et donc, depuis 2013, j'ai créé et développé un cabinet de conseil et organisme de formation pour accompagner nos clients de la PME, des boîtes du CAC 40 sur leurs problématiques supply et notamment achat, gestion de stock, logistique, approvisionnement et achat responsable qui est la thématique de notre live d'aujourd'hui qui va se dérouler de la façon suivante. On a prévu à peu près une présentation de 45 minutes et un temps pour des questions. Hein, donc voilà, prévoir une petite heure pour participer à l'événement dans son intégralité. J'ai bien sûr, moi, prévu un certain nombre de slides pour appuyer ma présentation, mais l'idée, l'intérêt, c'est que le webinaire soit interactif. D'accord. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger. Vous avez le chat en bas à droite de l'écran qui vous permet de poser des questions. Alors, je vous avoue la vérité, je ne vais pas lire vos questions parce que je vais être concentré sur ce que je vais raconter. Par contre, Irina sera là pour lire les questions, couper la parole, poser vos questions et qu'on puisse avoir un échange comme ça sur le sujet. OK ? Voilà pour la petite présentation avant de commencer. Et donc, Oui, juste, voilà. il y avait un petit point, Emmanuel, qui était précisé, mais je préfère le rappeler. Au cas où vous auriez des problèmes de son ou d'image, la première Oui, réaction, c'est de rafraîchir la page. Vraiment, d'accord. parce qu'il y a pas besoin souvent de faire plus, juste rafraîchir la page. Si ça ne suffit pas, donc essayez de vous déconnecter et vous reconnecter, mais le plus souvent, ça suffit déjà. Et bonjour, je vois qu'il y a des personnes qui nous saluent dans le chat. Ok. Voilà comment on va structurer cette intervention. On a une petite introduction qui existe, enfin qui est prévue. Ensuite, l'idée c'est de passer par un peu de théorie et notamment les 7 piliers de la démarche RSE liés à l'ISO 26000. D'accord. Donc, c'est l'ISO de référence en France pour cette thématique-là. Et moi, je trouve qu'elle est très pédagogue, elle est très bien structurée parce qu'effectivement, elle a 7 piliers sur lesquels vient s'appuyer toute la démarche et ce qui va vous parler. Et pour passer de la théorie à la pratique, ce que je vous propose en troisième partie, c'est de partir du processus achat. Donc, d'un processus achat, hein, chaque entreprise a son propre processus, bien sûr, mais de partir d'un processus achat et que l'on puisse faire le lien dans chaque étape du processus, de dire comment est-ce qu'on peut intégrer des achats plus responsables dans cette dynamique. Ça vous convient? Alors, si ça vous convient, on est parti avec le démarrage de cette présentation et 3 petites questions. Est-ce que vous savez ce que veulent dire RSE, DD ou 3P? Je vous laisse aller dans le chat pour écrire et puis nous dire ce que vous en pensez. 3P, RSE, DD. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça veut dire, hein? Ce sont des abréviations qu'on retrouve souvent. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, la partie RSE est bien connue. RSE, responsabilité sociétale des entreprises, exactement. Le DD, c'est bien le développement durable. Bravo. Et il vous en manque un qui est en anglais, le dernier, c'est les 3P. Est-ce que vous connaissez les 3P? C'est une notion dont vous avez déjà entendu parler ou pas?
Alors, il y a une proposition de Stéphanie, Price Product. Non, c'est pas exactement ça. C'est très en lien avec les achats responsables. Et quand on essaye de faire des achats de manière responsable, bien joué, Thierry. People, Planet, Profits. OK. Donc, c'est ça la notion de 3P. Et c'est comment est-ce qu'on arrive justement à relier les personnes, la planète et puis notre métier dans une entreprise, c'est-à-dire de faire des profits quand même. Et c'est pas parce qu'on achète de manière responsable que on doit faire n'importe quoi. Surtout nous, au niveau des achats, où on a une lourde responsabilité pour la rentabilité, pour le développement de l'entreprise. Il faut qu'on soit capable d'acheter de manière plus responsable, sans pour autant complètement chambouler le business et empêcher l'entreprise d'acheter. Bien sûr, hein, le meilleur achat, c'est l'achat qu'on ne fait pas. Et c'est celui qui est le plus respectueux de l'environnement, mais on a quand même une activité, on a quand même des biens et des services à produire. Et donc, pour les produire, eh bien, il faut qu'on ait acheté des produits et des composants ou de la matière première. OK. Donc, maintenant que cette petite introduction est faite, donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, DD pour développement durable et 3P pour People, Planet, Profits, un petit rappel historique, d'accord. La première, c'est le pacte mondial en 99 organisé par l'ONU, où l'ONU et les pays signataires invitent les entreprises à soutenir les droits de l'homme, les normes de travail environnementales, la lutte contre la corruption, des choses qui doivent vous parler parce que dans chacune des entreprises, très souvent, surtout dans les services achat ou supply, on vous fait signer des papiers comme quoi vous respectez les droits de l'homme et vous respectez les normes de travail et environnementales, vous luttez contre la corruption et on vous demande très souvent aussi de faire signer ce genre de papier à vos fournisseurs. D'accord. C'est un peu la base et ça existe depuis plus de 20 ans, ces documents qu'on fait signer. Le problème qu'on avait à l'époque, c'est qu'on avait tendance à se cacher un peu derrière ces documents en disant bah, c'est bon, moi, les fournisseurs ont signé ces documents de l'ONU, donc c'est bon, j'ai fait mon travail. Et en fait, on s'est bien rendu compte avec le temps que ça ne suffisait pas et qu'il fallait aller plus loin pour ça. Le pas suivant, c'est en 2004 avec la première version de la norme ISO 14001, d'accord, sur l'impact environnemental des entreprises. 2009, Grenelle de l'environnement, où on se rend compte qu'il faut soutenir la responsabilité sociétale et notamment des PME. Et 2010, l'ISO 26000 avec la politique des achats durables. Alors, c'est quoi acheter de manière durable? C'est acheter en préservant de manière équilibrée et pérenne l'environnement, le volet social et le volet économique de l'ensemble des parties intéressées. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de pérennité, donc le long terme, et d'équilibre en prenant en compte toutes les parties prenantes. D'accord. Et donc, les achats durables intègrent les différents aspects du développement durable tout au long du cycle de vie du produit. Ça, c'est le deuxième point qui est vachement intéressant et vachement important, c'est de parler de cycle de vie. Effectivement, on ne s'intéresse pas que à l'achat que l'on fait de manière spot quand on vient passer une commande, mais on se pose la question de tout le cycle de vie du produit qu'on va acheter et comment est-ce qu'il va évoluer et jusqu'où est-ce qu'il va, il va avancer. OK. Donc voilà le triptyque sur lequel on s'appuie et sur lequel on va s'appuyer à chaque fois qu'on fait de la RSE, un volet social, un volet environnemental et bien sûr un volet économique qu'on ne peut pas oublier. L'ISO 26000, c'est la norme qui est relative à cette responsabilité sociétale des entreprises, d'accord. Et donc, elle fait le lien, bien sûr, avec les achats responsables, puisque les achats responsables, la politique achat responsable, elle découle de la démarche RSE de l'entreprise, d'accord. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui n'a aucun objectif en des matières de RSE et avoir un service achat qui va absolument mettre en place une démarche achat responsable. Il y aurait une incohérence ou une difficulté à gérer cet aspect-là. C'est pourquoi, en fait, c'est plutôt l'inverse. Les entreprises poussent, soit parce qu'elles ont la demande de leurs clients, soit parce qu'elles ont des demandes en interne, soit parce que c'est une vraie volonté, une vraie vision du chef d'entreprise, pour mettre en place une démarche RSE. Et ben, quand on regarde le chiffre d'affaires de l'entreprise, on veut mettre en place une démarche RSE, on peut regarder ce qu'on peut faire sur les produits qu'on conçoit et sur nos clients. On peut regarder ce qu'on peut faire en interne, nos frais de déplacement, la gestion de notre flotte, notre énergie, mais très rapidement, on se pose la question de ce qu'on appelle le scope 3. C'est-à-dire, c'est quoi le scope 3? C'est quand on intègre aussi nos achats et la RSE et de nos fournisseurs. Donc, acheter de manière responsable, c'est intégrer effectivement la RSE de nos fournisseurs. C'est aussi intégrer la RSE de nos fournisseurs dans nos choix.
que l'on va faire quand on doit attribuer un business à un fournisseur plutôt qu'à un autre. D'accord? Donc l'axe achat au sein de cette dynamique-là, il est important. Parce que quand on regarde une entreprise industrielle, 60% de son chiffre d'affaires, c'est des achats. Du coup, si on veut avoir un vrai impact RSE sur l'entreprise, il faut absolument s'attaquer au volet achat de cette dite entreprise. Donc voilà pour la petite introduction, histoire de repositionner un peu les choses à la fois de manière historique et en termes d'objectifs. Et ce que je propose maintenant, c'est qu'on passe en revue les 7 piliers de la démarche RSE. Alors, je vous rappelle que vous pourrez télécharger cette présentation PDF à l'issue de la présentation. Comment on fait, Irina, quand la présentation est terminée, si quelqu'un veut pouvoir télécharger la version PDF de la présentation? Alors, je sais pas vraiment. On pourrait peut-être l'envoyer, mais il faudra que je vois ça avec nos équipes. J'ai pas de réponse dans les médias. Alors, il y a des chances que vous receviez un mail à l'issue de la présentation Oui. avec le PowerPoint. Et si ce n'est pas le cas, on s'occupe de vous l'envoyer dans les heures ou d'ici demain pour que vous puissiez avoir les éléments et pour avancer là-dessus. Alors, on attaque donc les 7 piliers. Et le premier pilier, c'est le pilier de la gouvernance. D'accord? C'est ce qu'on considère être le facteur le plus important de l'ISO 26000. Pourquoi? Parce que la gouvernance, c'est notamment comment est-ce qu'on prend les décisions, comment est-ce qu'on décide le cap, comment est-ce qu'on gouverne et comment est-ce qu'on fait avancer notre service achat et notre entreprise. Donc, il s'agit, si on veut avoir une démarche achat responsable, dès le départ, de mettre en place un système qui permet de prendre et d'appliquer des décisions mesure à atteindre les objectifs achat responsable. D'accord? Et donc, c'est tout le système de prise de décision et d'application des décisions qui doit être revu. Alors, ça intègre bien sûr le fait d'avoir une politique achat responsable. Cette politique, elle a dû être partagée. Hein, c'est le principe de la gouvernance, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui pond une politique achat responsable et qui dit à tout le monde, tiens, voici la politique. Non, on la réfléchit ensemble, on la co-conçoit ensemble, on implique toutes les parties prenantes dans cette réflexion, à la fois dans le volet stratégique et dans le volet opérationnel. Et on communique aussi de manière responsable sur le sujet. Alors, quelques recommandations par rapport à ce pilier sur la gouvernance. Le premier, c'est la notion de prise de décision et de contrôle. D'accord? Quel organe on met en place pour prendre des décisions qui soient faites de manière collégiale, hein, pas de tyrannisme, pas d'imposition. Mais surtout, comment est-ce qu'on contrôle l'application des décisions? Alors, il ne s'agit pas de plus avoir de chef. On peut très bien avoir une hiérarchie qui est compatible avec le système qui est en place dans l'entreprise. Pour autant, il faut que la prise de décision puisse être faite de manière collégiale. La deuxième recommandation pour cette notion de gouvernance, elle va être aussi dans la manière qu'on va avoir de sélectionner nos fournisseurs. D'accord? La première, c'est bien sûr d'avoir une performance, de considérer la performance économique globale. Hein. C'est ce qu'on appelle le coût total, le TCO, Total Cost of Ownership, pour ceux qui connaissent l'anglicisme. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup en place dans beaucoup d'entreprises pour ça, mais on va aussi intégrer des objectifs sociaux et sociétaux autour de l'hygiène, de la sécurité, des conditions de travail, de l'insertion de personnel ou de l'emploi de personnel en situation de handicap. On va veiller aussi, toujours dans cette notion d'équité de gouvernance, à l'équité financière, par exemple les conditions de paiement. Est-ce que payer un fournisseur à 90 jours fin de mois ou à 120 jours, c'est équitable? Ben non, ça veut dire que c'est lui qui va soutenir la dette de notre entreprise. La collaboration, comment est-ce qu'on intègre en amont nos fournisseurs pour mettre en place des axes de collaboration? Et la participation au développement territorial. Hein. On part du principe qu'une entreprise, elle est ancrée sur un territoire et que donc le service achat, au sein de ce territoire, il a aussi un rôle de développement territorial et il doit jouer le jeu de comment est-ce que je fais pour intégrer mes fournisseurs locaux et pour créer un maillage territorial sur le sujet. Donc voilà, ça c'est le premier axe, c'est la gouvernance, c'est l'axe d'organisation qui vient piloter la suite. Le deuxième pilier, c'est les droits de l'homme. Et ça, on l'a vu depuis 1999 avec ce qui a été mis en place par l'ONU, c'est un respect absolu des droits de l'homme, d'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut identifier, prévenir et traiter les impacts de l'activité de l'entreprise. La problématique qu'on a, nous, c'est qu'une entreprise qui veut
avoir une démarche RSE et qui veut s'assurer de respecter les droits de l'homme, elle met en place des procédures en interne pour s'assurer que tout soit en place et tout soit conforme. Le problème qu'on a, nous, au sein du service achat, ça va être qu'il va falloir aussi qu'on s'assure que nos propres fournisseurs respectent les droits de l'homme. Et vous savez que le nombre d'histoires qui existent sur le sujet, je pense au Rana Plaza au Bangladesh en 2010, c'est un immeuble qui s'est effondré, où on a retrouvé beaucoup de travailleurs qui étaient payés $2 par mois, qui fabriquaient en sous-traitance du textile pour des marques françaises notamment et européennes. Et donc, ça a posé un vrai problème d'image et d'impact en se disant ces marques-là, elles sont censées faire respecter les droits de l'homme, et pour autant, elles font travailler des gens dans des conditions qui sont pas acceptables. On a eu toute la problématique depuis 2020 sur le travail des Ouïghours, d'accord, qui sont considérés en état de quasi-esclavage pour, pareil, fabriquer des produits, des vêtements, etc. Et donc, il y a eu du name and shame sur un certain nombre de marques qui faisaient appel à ces fournisseurs-là, en tout cas qui faisaient participer les Ouïghours dans leur chaîne d'approvisionnement. Mais c'est rarement une entreprise qui va directement demander à ces entreprises-là de faire. C'est souvent par un jeu de sous-traitance. Voilà. La dernière en date, c'est Decathlon avec un cache investigation qui a révélé certaines pratiques aussi. Je ne pense pas que personne chez Decathlon dise nous, ce qu'on veut, c'est pas respecter les droits de l'homme. Non, c'est évident que non. Par contre, quand on a une supply chain qui est un peu complexe avec l'intervention de nombreux sous-traitants, comment est-ce qu'on fait pour contrôler nos fournisseurs et comment est-ce qu'on fait pour contrôler les fournisseurs de nos fournisseurs et s'assurer que toute cette chaîne respecte les droits de l'homme? C'est tout l'enjeu de ce pilier de respect absolu des droits de l'homme et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, on a un devoir de vigilance. On doit identifier d'éventuelles situations à risque. On doit éviter toute situation de complicité, parce que si on est au courant que le fournisseur de mon sous-traitant a peut-être des pratiques qui sont borderline et qu'on ne met rien en place, et bien en fait, on devient complice de cette démarche-là. Remédier aux atteintes des droits de l'homme, faire attention aux droits civils et politiques, principes fondamentaux liés au travail, etc. Voilà. Donc, un gros focus sur la partie sous-traitance concernant ce deuxième pilier des droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de recommandations, pour ce pilier, ce que vous devez faire, vous devez affirmer votre volonté de protéger les individus contre tout manquement aux droits de l'homme. Si vous êtes systématiquement dans une démarche proactive de promotion des droits de l'homme, que vous en parlez à vos fournisseurs à chaque fois que vous les voyez, que vous leur posez des questions, que vous êtes attentif à ce point-là quand vous allez les auditer, à un moment, il va s'intégrer dans la mémoire collective ou dans la réflexion de votre fournisseur, se dire, mince, en fait, c'est vraiment important ce sujet-là. Il faut moi-même que je sois plus prudent avec mes propres fournisseurs. Et donc, affirmer sa volonté, la répéter quand on est pour la protection des individus et le respect des droits de l'homme de manière absolue, petit à petit, voilà, il y a un effet boule de neige qui se crée dans toute la chaîne. Respect et promouvoir, et ça passe notamment par la sensibilisation, d'accord? Donc, en interne et en externe auprès de vos fournisseurs, quand on voit des situations comme là, on en a vu donner l'exemple de Decathlon, travailler des Ouïghours, etc. Faire une petite piqûre de rappel à l'ensemble de nos fournisseurs pour leur dire attention, ça peut aussi vous concerner, assurez-vous bien que ce ne soit pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire, on trouvera des solutions ensemble, etc. Ça peut fonctionner. Et ce qui est important, et je reviens au premier pilier de la gouvernance, c'est comment est-ce que les décisions sont prises ensemble. Si vos fournisseurs ils se rendent compte d'une telle situation et que leur premier réflexe, c'est de dire si je le dis, je vais me faire virer du business parce que l'acheteur il va avoir peur, il ne va pas vous le dire. Donc, c'est aussi important de mettre en place un climat de confiance avec ses fournisseurs où ils savent que s'il y a un problème, on va le traiter. On va le traiter ensemble, ce problème, et on va trouver des solutions. D'accord? Et la lutte contre toute forme de discrimination, notamment avec des procédures de veille et d'alerte, ça peut être une bonne solution. OK pour le deuxième pilier sur les droits de l'homme? On passe au troisième pilier qui sont les conditions de travail. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce qu'on garantit des conditions de travail satisfaisantes à, bien sûr, l'ensemble de ses collaborateurs, pour l'ISO 26000 appliqué à la démarche RSE, mais aussi pour ses propres fournisseurs. Comment je m'assure que mes fournisseurs garantissent des conditions de travail satisfaisantes pour leurs salariés? Alors, c'est lié à l'endroit
où notre fournisseur va produire, où est-ce qu'il fabrique, où est-ce que sont embauchés les gens, les conditions de travail, la protection sociale, l'hygiène. Mais ça concerne aussi le développement du capital humain. Est-ce que mon fournisseur a mis en place, par exemple, des formations pour développer son capital humain? C'est quoi la politique RH de l'entreprise? Et comment moi, en tant qu'acheteur, en tant que donneur d'ordre, je peux influer un peu sur cette dynamique-là et essayer d'améliorer la situation de ces fournisseurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes de recommandations, de garantir des conditions de travail correctes aux salariés des fournisseurs et des sous-traitants. D'accord? Est-ce que le niveau de protection sociale est décent? La garantie de santé et de sécurité pour ces salariés-là? Alors, c'est pas facile de savoir, quand on travaille avec un fournisseur indien ou un fournisseur chinois, quel est le niveau de salaire local et est-ce qu'il est décent par rapport à ce qu'ils pratiquent ailleurs. J'ai bien conscience que c'est un point qui est difficile. Mais pour autant, c'est quand même notre rôle d'avoir cette dynamique-là et de vérifier que les relations, notamment, sont équilibrées entre le fournisseur, le donneur d'ordre et tous ses salariés. Et ça, c'est notamment un point qu'on peut vérifier en phase d'attribution ou de sélection de fournisseurs. D'accord? Vous pouvez intégrer ça comme un des critères quand vous sélectionnez un fournisseur. Est-ce que mon fournisseur a mis en place une politique moyen-long terme de gestion des ressources humaines? Est-ce que mon fournisseur promouvoit la diversité, l'égalité des chances? Est-ce qu'il a des bonnes pratiques pour limiter ou éviter les conséquences sociales en cas de restructuration, etc. Qu'est-ce qui se passe si je baisse mon niveau de commande et si mon fournisseur organise un plan social? Quel est mon niveau d'implication là-dedans? Est-ce que mon fournisseur a mis en place des conditions qui garantissent justement des bonnes conditions de travail? OK? Et bien sûr… Emmanuel? Oui, je t'écoute. Oui, justement, il y a une question sur ce sujet-là et je me posais la même question, à vrai dire, que Stéphanie. C'est-à-dire comment on peut s'assurer du respect de toutes ces règles? Est-ce qu'il y a, par exemple, un questionnaire qu'on peut mettre en place à l'entrée en relation avec les fournisseurs et tout au long de la relation éventuellement? Ouais, c'est une bonne question. De manière générale, quand on parle de surveillance de ces fournisseurs, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que on met en place des solutions de surveillance qui sont la plupart du temps déclaratives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais un questionnaire, je demande à mon fournisseur de s'engager, je fais signer mon fournisseur, et à partir du moment où il signe, je me dis bon, bah, c'est bon, il a signé, donc il est d'accord avec moi, donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais ce qu'on a vu sur les exemples que j'ai cités un peu plus haut, le Rana Plaza, Decathlon, le travail des Ouïghours, etc., c'est jamais l'entreprise qui le fait sciemment. En fait, c'est toujours dans la chaîne de réseau de sous-traitance, quelqu'un qui, à un moment donné, veut faire un peu des économies, passe par un nouveau sous-traitant, oublie d'en informer le donneur d'ordre, l'acheteur. Dans la plupart de vos contrats, en général, vous mettez sur votre contrat que si votre fournisseur doit changer de sous-traitant, il doit vous en informer. Donc ça, c'est aussi important de le vérifier. Donc, c'est pour répondre à Stéphanie et donc à toi, Irina, si tu te posais la même question, c'est très difficile de le vérifier. C'est très difficile de s'assurer que ce soit le cas. Mais par contre, ce qu'il faut mettre en place, c'est des contrôles réguliers. Donc, le déclaratif, il est important. Et ensuite, à chaque fois que l'occasion se présente, mettre en place des contrôles pour vérifier ce genre de choses. Par exemple, un exemple bête, on sait que en termes dans la manutention, dans les entrepôts, on a des problématiques de poids. D'accord? On sait qu'on ne peut pas lever plus de 8 kg, 12 kg en fonction des situations. Quand vous vous baladez, vous allez chez votre fournisseur, demandez systématiquement à faire une visite d'entrepôt, une visite de site de production et ouvrez les yeux. Et si vous voyez effectivement des cartons qui sont très gros, pesez-les et posez la question en disant, mais ils font combien ces cartons-là? Ah, ils font 14 kilos. Je dis, bah oui, mais normalement, 14 kilos, une personne seule ne peut pas le porter. Donc, il faut qu'il soit deux. Donc, il faut que ce soit marqué, etc. Et donc, ça fait partie des actions que vous pouvez faire et que vous pouvez voir. L'autre solution qui peut fonctionner, notamment si on a des fournisseurs qui sont à l'étranger, c'est les audits surprises. D'accord? Vous écrivez sur le contrat que vous vous laissez la liberté de venir faire un audit surprise une fois dans l'année. Et donc, vous arrivez et vous auditez le fournisseur sans qu'il ait le temps de se préparer. Donc, ça peut aussi être une solution. Alors, on sait bien que ce n'est pas des solutions idéales parce qu'en fait, quand vous allez voir le fournisseur et que vous allez lui dire que c'est un audit surprise, il va vous faire poireauter une demi-heure, le temps de s'assurer que tout soit clean en interne. Et donc, c'est compliqué d'être sûr et certain de la situation.
Pour autant, voilà, il faut mettre en place des actions. Et si vous avez mis en place du déclaratif, si le fournisseur sait que vous allez venir l'auditer de manière surprise régulièrement, et ben effectivement, il sera plus attentif à tout l'ensemble du respect de ces choses-là. Et puis, si effectivement, il ne respecte pas certaines données, soit c'est une erreur et à ce compte-là, on met en place une action corrective, soit c'est fait volontairement et à ce compte-là, il faut mettre effectivement en place une sanction auprès du fournisseur et notamment en lui retirant du business en disant non, tu n'as pas respecté le deal qu'on s'était fixé. Donc malheureusement, moi, je ne peux pas t'attribuer ce business-là. J'ai encore deux questions. Il y a Héloïse qui rebondit dessus. Vous avez à peu près, vous avez partiellement répondu à cette question, mais elle demande comment assurer ces contrôles sans que cela passe par de l'ingérence. Comment on construit ça dans la relation fournisseur? Alors, l'ingérence, en fait, c'est si tu vas visiter ton fournisseur et qu'il n'est pas d'accord. D'accord. Ça, c'est de l'ingérence, si tu le forces à le faire. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Donc, si votre fournisseur dit que vous faites de l'ingérence, dites-lui ça, d'accord. Alors, malheureusement, je crois que c'est une phrase qui a été dite par Lénine ou par Staline, donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure référence à citer. Pour autant, moi, j'aime bien cette citation-là parce qu'effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle et j'ai confiance dans notre relation et je viens juste vérifier que ce soit conforme à ce qu'on s'est dit. Donc, pour répondre à cette question, je crois que c'est Héloïse qui parlait. Si tu veux éviter de faire l'ingérence, ce qu'il faut, c'est en fait qu'il y ait un contrat qui soit en place et qui autorise cette dynamique-là. Prévoir en amont que ce soit clair. Si tu as un fournisseur qui refuse que tu viennes l'auditer, qui n'est pas d'accord pour que tu vois son procédé de fabrication, etc., c'est souvent mauvais signe, quoi. Raison de plus pour creuser et pour absolument réussir à comprendre. Et il y a une autre… Ouais, il y a encore une question de Rémi qui est plus ciblée et il demande si dans le cadre des marchés publics, cela est déjà inclus dans le CCAG. Alors, je ne suis pas expert des marchés publics, donc je ne pourrais pas répondre avec précision. Cependant, les marchés publics sont plutôt en avance sur la démarche achat responsable par rapport au marché privé. Et ça fait bien plus longtemps que le privé qu'ils ont intégré des clauses liées à la RSE, aux achats responsables, dans leurs appels d'offres. D'accord. Donc l'insertion, l'emploi de personnel en situation de handicap, à travers les décès, DC1, DC2, etc., s'assurer qu'on soit dans le respect des travailleurs étrangers, dans le respect de ces déclarations URSSAF, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont déjà faites et qui sont déjà mises en place. Je ne sais pas si c'est précisé dans le CCAG, donc le cahier des clauses administratives générales, ou si c'est précisé dans le règlement de consultation, le RC. Mais en tout cas, effectivement, il y a ce nombre de choses qui sont déjà prévues et intégrées dans les achats publics. Voilà, Rémi, je ne sais pas si ça répond à ta question, sinon n'hésite pas à affiner la question et je prendrai le temps d'y répondre si j'ai les éléments de réponse. OK. Avec ça, on clôture le pilier 3, il me semble, sur les conditions de travail. Et donc, on rentre dans le pilier 4, donc il y a un des piliers les plus connus lié à l'environnement et l'impact de nos activités sur l'environnement. Et en fait, ce qu'on veut s'assurer, c'est identifier les impacts environnementaux qui sont associés à l'achat qu'on est en train de faire. Ça peut être lié à l'origine des matières premières, d'accord, notamment quand on achète du bois. Est-ce qu'on achète du bois d'une forêt qui est gérée de manière durable ou est-ce qu'on achète du bois qui est issu de coupe sèche, voire même qui est issu de déforestation clandestine? La question se pose. Qu'est-ce que je mets en place comme contrôle pour m'assurer de ça? Alors, bien sûr, il y a des certificats qui existent qui nous garantissent une origine, mais on a de la même manière un certain nombre de sous-traitants ou de personnes qui participent à la chaîne de valeur et qui réussissent à contourner un peu ces éléments-là. Donc, nous, en tout cas, notre rôle dans les achats, c'est de s'assurer de cette origine, de la consommation d'énergie aussi, de l'impact carbone de nos activités, comment est-ce que les produits ont été transportés, la consommation d'eau, l'utilisation de substances chimiques, la production de déchets, le rejet de substances toxiques, etc. etc. Donc, c'est sûr que l'impact de nos activités achats sur l'environnement, c'est un point majeur et sur lequel on doit être vigilant. Et donc, là, des recommandations, comme vous voyez, il y en a plein. La première, c'est protéger l'environnement. Voilà. Il faut que ce soit clairement écrit sur votre politique achat responsable. Vous voulez réhabiliter l'environnement naturel, vous voulez protéger l'environnement et donc vous intégrez
la sauvegarde de l'environnement dans votre politique achat et dans vos pratiques aussi au quotidien, dans sa mise en œuvre opérationnelle. D'accord ? Prévenir la pollution avec, on identifie les différents types de pollution, on les hiérarchise et on s'assure, ou en tout cas on identifie chez nos fournisseurs quelles sont leurs sources de pollution et on regarde si on peut travailler dessus pour les améliorer. On essaye éventuellement d'atténuer les impacts sur le changement climatique ou on essaye de s'adapter à ces impacts, l'évolution de la température, de la consommation en eau. C'est un sujet qui pour l'instant a été peu traité mais qui va l'être de plus en plus parce que les impacts sont de plus en plus majeurs. On voit qu'il y a déjà des zones entières sur le globe qui ne sont plus assurées par les compagnies d'assurance parce que dû au changement climatique, le risque d'incendie, le risque d'inondation est trop fort et donc les compagnies d'assurance ne veulent plus les assurer. Quid de nos fournisseurs qui se trouveraient dans ces zones-là, qui fabriqueraient dans ces zones-là, et de nos propres assurances si jamais le fournisseur venait à avoir un problème sur leur produit. Donc la question se pose. Et donc le sujet sur lequel on doit travailler et qui a le plus d'impact, c'est utiliser durablement les ressources, d'accord ? Identifier, mesurer, trouver la traçabilité de nos ressources, minimiser la consommation d'énergie, la consommation d'eau pour transformer ces produits-là, organiser le recyclage, la valorisation des déchets. Alors, on peut faire bien sûr, on peut trouver des matériaux qui sont biosourcés. On peut aussi trouver des matériaux qui sont de seconde main, d'occasion, ou qui sont faits à partir de produits recyclés. Tout dépend de ce que vous fabriquez. Si c'est pour acheter du matériel de bureau pour équiper une ou deux salles de réunion, effectivement, acheter du matériel d'occasion pourra très bien faire l'affaire. Si vous achetez des vis et que vous en achetez 3 millions par an, vous n'allez pas pouvoir acheter des vis de seconde main qui ont été démontées, ce n'est pas possible. Par contre, essayez de poser la question, comment est-ce que ces vis sont fabriquées? Est-ce qu'il n'y a pas des vis qui sont fabriquées qui ont moins d'impact carbone parce qu'elles sont un peu plus chères, mais elles utilisent un autre procédé ou elles transitent de manière avec un autre moyen de transport, ou sinon elles sont faites à partir d'acier qui est lui-même recyclé, etc., etc. Donc, préférence aux achats qui sont peu consommateurs de ressources et raisonner, bien sûr, toujours en coût global et en cycle de vie. La question, ce n'est pas juste mon achat, mais c'est l'utilisation de mon produit tout au long de son cycle de vie. D'accord ? Et donc là, il y a des super solutions, des choses assez intéressantes à mettre en œuvre, notamment avec la R&D, pour faire de la conception, de l'éco-conception. Et donc, j'en reviens au pôle de la gouvernance, et on verra tout à l'heure le pilier des parties prenantes, mais comment est-ce que j'intègre mes fournisseurs pour faire de l'éco-conception et de la co-conception sur ces nouveaux produits. OK ? Pour l'environnement, c'est bon ? Pas de questions. Parfait. Alors, on va passer à la loyauté et aux pratiques et la loyauté des pratiques. Alors, acheter responsable, je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir une relation équilibrée entre le client et le fournisseur. Et pour ça, il faut respecter des principes éthiques et de bonne conduite. On est globalement assez sensibilisé dans les services achats aux problématiques liées à la corruption. Bien sûr, en tant qu'acheteur vis-à-vis des fournisseurs, on est sur la ligne de front et on est les premiers concernés. Du coup, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre entreprise pour lutter contre la corruption, pour faire une concurrence qui soit loyale, et que les fournisseurs soient mis sur un pied d'égalité au moment de l'attribution? Comment est-ce qu'on respecte le droit de propriété? J'ai un fournisseur qui fait un produit, je prends ce produit, je l'envoie à un de ses concurrents et je lui demande de me faire une copie. Est-ce que j'ai une pratique qui est loyale par rapport à ça? C'est pourtant quelque chose qui se fait assez fréquemment dans les services achats, mais qui est en non-respect du droit de propriété. Alors bien sûr, le fournisseur, il peut rien faire. C'est un petit fournisseur. Si vous êtes un gros acheteur, il ne prendra pas le risque de se froisser avec vous et se froisser sur le marché. Mais voilà, ce n'est pas une pratique qui est loyale ou qui est éthique. Et donc, il faut prendre garde à ça et faire attention à cette pratique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer la loyauté des pratiques dans votre politique achat. D'accord? Organiser des relations d'affaires qui soient équilibrées. Donc, on évite de générer des coûts cachés. On a parlé tout à l'heure du financement de la trésorerie par le fournisseur avec des délais de paiement qui seraient trop longs. C'est vrai aussi si on demande au fournisseur de gérer l'intégralité du stockage, si on lui demande de faire des investissements, faire de la surqualité qui serait inutile, ou si l'ensemble du coût des risques sont transférés au fournisseur. D'accord? Ce qu'on demande au fournisseur, en revanche, lui, c'est de ne pas générer de surcoût pour l'organisation. Pas de coût de non-qualité, pas de risque induit pour le client, etc. Et toujours des délais de paiement qui soient justes.
Derrière, on cherche à avoir une rétribution équitable des coûts et des bénéfices. Bien sûr, c'est la partie la plus difficile. Quand on est acheteur, on a l'habitude de dire au fournisseur qu'il faut partager les bénéfices et qu'il n'y a pas de raison que lui fasse plus de bénéfices que nous. Malheureusement, c'est vrai dans l'autre sens et c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que le fournisseur, c'est un tout petit bout du produit et de la valeur ajoutée que vous produisez. Donc, on a le réflexe de se dire en tant qu'acheteur que bon, c'est normal que je fasse plus de marge puisque moi, j'ai plus de valeur à apporter à mon client. Je ne vais pas trancher en disant c'est ça ou c'est ça. Je pose juste la question de dire attention. Voilà, il faut l'avoir en tête. Et la rétribution équitable des coûts et des bénéfices, c'est un sujet. Les coûts, on a l'habitude de le faire, mais les bénéfices, il faut aussi s'y pencher. Toujours faire attention au degré de dépendance du fournisseur par rapport au client. Hein. Vous savez que le risque de dépendance, c'est quand vous avez un de vos fournisseurs pour lequel vous pesez plus de 30% de son chiffre d'affaires. Si vous, en tant qu'acheteur, vous passez des commandes à ce fournisseur-là sur un an et que la somme des commandes que vous lui avez passées fait plus de 30% de ce chiffre d'affaires, vous avez ce qu'on appelle un risque de dépendance. Et c'est quoi le risque de dépendance? En fait, c'est une loi qui a été faite et créée pour éviter que des acheteurs puissent rendre dépendants des fournisseurs. Parce que 30%, ensuite 50%, ensuite 70%, ensuite 90%, le fournisseur, vous lui donnez des commandes, donc lui, il les prend, il les produit. Et puis quand il dépend de vous à 90%, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous lui dites, écoute, soit tu réduis tes prix, soit sinon j'arrête de te passer des commandes. Mais qu'est-ce que fait le fournisseur? Il est obligé de réduire ses prix. Donc ça, c'est une pratique qui s'est vue beaucoup dans les années 70 et donc il y a eu une loi qui a été mise en place pour empêcher ça. Et donc ce que dit la loi, c'est que passer 30% ou passer cette notion de dépendance, d'accord, en général, on dit que c'est 30%. Eh bien, si le fournisseur fait faillite, c'est l'acheteur qui est responsable financière de la faillite. Et c'est lui qui doit payer les coûts liés à cette faillite-là. Donc, les acheteurs sont très souvent sensibles à ce risque de dépendance et ça rentre aussi dans la loyauté des pratiques. D'accord? Ainsi que le droit de propriété, j'en ai parlé tout à l'heure. Pas de questions, Irina, sur la loyauté des pratiques? Si, il y a beaucoup de questions parce que justement, le chat est partagé sur la notion de la corruption. Quelle est la différence entre l'envie de faire un cadeau et de proposer un avantage concurrentiel et de la corruption? Et est-ce que accepter une pâte de chocolat, c'est de la corruption ou pas? Ouais, voilà. Donc ça, c'est les questions assez classiques. On est acheteur, on est au contact de la relation commerciale. Et effectivement, un fournisseur qui fait un cadeau, ça rentre dans la relation commerciale. Je pense que par rapport à ça, le point principal, c'est la communication. C'est-à-dire que cette problématique qu'on a de la boîte de chocolat dans les entreprises, toutes les entreprises l'ont et tous les acheteurs l'ont ou l'ont eu dans leur carrière. D'accord, et avec des pratiques qui sont des fois plus ou moins choquantes. Je ne dirais pas le nom de l'entreprise, mais moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé ma carrière dans l'automobile, d'aller voir ma chef en disant tiens, j'ai un problème, j'ai reçu une bouteille de vin d'un fournisseur pour Noël, c'est non conforme à nos pratiques, qu'est-ce que j'en fais? Elle me dit écoute, rends-lui. Par contre, la prochaine fois, donne-lui ton adresse perso qui te l'envoie chez toi. Parce que là, tu te l'as envoyé à l'entreprise, donc tu ne peux pas la garder. Si tu l'avais envoyé chez toi, tu aurais pu la garder. Donc moi, j'étais un peu étonné de ce genre de pratique. La question souvent qui est sous-jacente avec ça, c'est de se dire est-ce que effectivement ce cadeau-là m'achète mon choix et mon jugement ou pas? Est-ce qu'avec une boîte de chocolat, je vais être porter plus d'attention à mon fournisseur ou est-ce que je vais lui faire des faveurs ou pas? Est-ce que s'il me paye un voyage d'une semaine au Club Med, par contre, ce sera le cas? Peut-être, parce que j'aurais envie de le refaire et de reproduire ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de mettre en place des règles, notamment de valeur, en disant, voilà, on accepte des cadeaux d'une valeur maximum de 50 € par fournisseur et par an. Et ça, c'est fait. Et le troisième point, c'est de communiquer sur les cadeaux. Moi, j'ai toujours eu dans les services achats que j'ai piloté cette dynamique-là en disant, on ne peut pas empêcher les fournisseurs de nous faire des cadeaux. Moi, je le faisais dans l'automobile, c'était interdit. Même une clé USB, même un stylo, on était censé le refuser. Je trouve que c'est un peu exagéré. Et puis, dans la relation commerciale, les fournisseurs, ils ont prévu ça. Par contre, ce que je trouve intéressant, moi, c'est de dire tous les cadeaux qu'on reçoit, nous, au service achat, on les partage. On les partage avec les autres services. C'est un double intérêt. D'abord, c'est plus loyal comme pratique de dire c'est nous qui sommes en contact avec eux, mais en fait, c'est toute l'entreprise qui mérite ce cadeau-là. Donc, les boîtes de chocolat, on les sort, on les met à côté de la machine à café et on marque offert par tel fournisseur au service achat, etc. Donc, ça permet aussi de communiquer et de faire de la communication sur le sujet. Et le deuxième point aussi, c'est pas très loyal ça, mais je vous le donne quand même comme tips. C'est toujours intéressant de dire voilà, on a eu un cadeau au service achat.
allez, je vais aller à la R&D et par exemple une boîte de biscuits et je vais aller le donner à la R&D, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à la R&D un jour où il y a tout le monde qui est présent et je vais vers la personne qui nous a beaucoup aidé au service achat dès qu'on avait un pépin, un souci, dès qu'il fallait reprendre un plan, dès qu'il fallait… C'était toujours elle qui était volontaire et dire, tiens, merci, voilà, tu nous as aidé toute l'année, etc. sur tous ces sujets-là. Nous, on partage les cadeaux qu'on reçoit des fournisseurs. Tiens, voilà, une boîte de biscuits offerte par tel fournisseur, on a envie qu'elle te revienne parce que tu as toujours été hyper collaboratif avec le service achat, tu es toujours volontaire pour nous aider dans toutes nos questions, dans toutes nos problématiques, voilà, etc. Est-ce que ça répond à un certain nombre de questions, Irina? Oui, mais il y a une autre question un peu différente sur la loi de dépendance à un fournisseur. Oui. Est-ce que c'est toujours vrai si le fournisseur est basé dans un pays hors Union européenne, ou ça concerne uniquement l'UE? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est plutôt pour la France. Pour autant, on pourrait… En fait, on a du mal à imaginer le cas d'un fournisseur qui serait par exemple en Thaïlande. Donc, un petit fournisseur qui dépendrait à 90% d'un donneur d'ordre français. On l'imagine assez mal aller faire un procès en France contre ce fournisseur-là. Il n'a pas les ressources, il n'a pas les accès, il n'a pas d'entité française. Mais ce serait possible. Il pourrait très bien créer une entité française qui porte plainte contre le fournisseur pour réclamer un certain nombre de choses. Donc, d'un point de vue purement légal, moi, ce que je vous invite, c'est à poser la question à un juriste, à une personne de loi dont c'est le métier, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. D'une point de vue loyauté des pratiques, effectivement, ça s'applique autant dans tous les sens. En tout cas, si vous êtes en situation de dépendance avec un fournisseur, ce qu'il ne faut pas, c'est abuser de ce pouvoir de dépendance. Voilà. La règle, c'est vraiment ça. Ce n'est pas parce que j'ai 90% du chiffre d'affaires de mon fournisseur que je dois lui imposer mes prix ou je dois lui imposer un certain nombre de cadences ou d'éléments qui ne seraient pas loyaux. Voilà. OK ? Oui, parfait, merci. Alors, je continue avec la loyauté des pratiques, tout ce qui est suivi de la fraude et de la corruption, notamment la transparence des procédures, les critères de sélection qui me permettent de sélectionner un fournisseur par un autre, d'accord? Gardez toujours des écrits de vos analyses qui permettent s'il y a besoin d'enquêter ou s'il y a des questions, 1 an ou 2 ans après, de retrouver pourquoi à ce moment-là, vous aviez choisi ce fournisseur-là. Accès non discriminant au marché, faire le bon allotissement pour éviter que certains fournisseurs soient sortis du périmètre, mettre en place un système de lutte contre la corruption à chaque étape du processus, etc. etc. Ça, c'était le pilier sur la loyauté des pratiques. On a aussi un pilier sur les consommateurs. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'intégrer les attentes des consommateurs dans l'ensemble des décisions, d'accord? Comment est-ce que vous faites, vous, aux achats, pour garantir aux consommateurs une information qui soit fiable? On a vu tout à l'heure la question de l'origine des produits ou leur qualité, d'accord? C'est votre responsabilité aux achats. Et donc, les consommateurs ont le droit, ont envie de savoir. Et donc, tout au long du processus achat, posez-vous la question de comment est-ce que je garantis l'intérêt des consommateurs. Bien sûr que réduire une épaisseur de tôle pour faire une économie, on voit tous l'intérêt. Mais si vous mettez en danger l'utilisateur final dans l'utilisation du produit, si vous réduisez la durée de vie du produit, la question se pose, d'accord? Et d'un point de vue achat responsable, effectivement, elle fait plus que se poser et ce serait une vraie problématique. Donc, ce que vous devez, vous, aux achats, c'est garantir la sécurité dans l'usage du produit au service aux consommateurs, donner un accès au service après-vente, à l'assistance, à la résolution des réclamations et des litiges, notamment à la réparabilité de votre produit. Quand vous concevez votre produit, est-ce que votre fournisseur est capable de vous fournir des pièces détachées sur quelle période de temps? Pratique loyale en matière d'information et de contrat, ça c'est plutôt axé sur la partie client final. Participer à la prévention des risques vis-à-vis des consommateurs, faire remonter l'information. Je pense notamment là, à tous les constructeurs automobiles qui sont en train de rappeler des véhicules par rapport à des airbags défectueux. On est aussi lié à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question se pose, est-ce qu'on prend le risque de rappeler, de rien dire, ou est-ce qu'il faut qu'on rappelle tous les véhicules avec les coûts qui sont associés? Bien sûr, on parle de sécurité d'être humain, donc la question ne devrait pas se poser, mais c'est vrai aussi sur des questions qui sont moins problématiques, il faut se poser systématiquement la question. D'accord? On doit être au 6e ou au 7e pilier. Je vous avoue que je ne les ai pas tous comptés, un peu le fil. Développement local, c'est notre dernier pilier. Donc, ça veut dire quoi? Le développement local, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le poids de vos achats, aujourd'hui, de votre entreprise,
elle vous permet de vous impliquer dans le développement de filières locales. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes aussi là pour contribuer au développement du territoire. Et il y a un double effet. Vous, en tant qu'acheteur, vous contribuez à développer le territoire, mais c'est aussi un intérêt pour votre entreprise de vous assurer que le territoire est dynamique, qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent dans le coin, parce que s'il y a d'autres entreprises, il y aura aussi des transports qui vont se mettre en place, etc. Et ça va un impact positif pour vos collaborateurs. Ça va attirer aussi des restaurants, des services sur site dont peuvent bénéficier les collaborateurs, etc. etc. Donc, création d'emplois, développement des compétences, développement de l'éducation, de la culture. Mais voilà, on a aussi un rôle aux achats de développement local. Donc, en termes de recommandations, ça veut dire quoi? Systématiquement évaluer les filières locales d'approvisionnement, mettre en place un dispositif pour favoriser l'accès au marché des filières locales. Vous pouvez faire des lots dans vos achats en disant si je dois acheter par exemple, des équipements de protection individuelle, 80% de mon volume que j'achète, j'ai envie de faire des économies, j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit standard, etc. Je peux aller les acheter loin, mais je prévois un lot de 20% pour gérer les urgences, les besoins pour les intérimaires, etc. avec un magasin local avec qui je sais que je le paierai plus cher, mais ça va me permettre aussi à la fois de participer au développement local et aussi de gérer un peu de flexibilité sur ces achats-là. Vous pouvez aussi vous impliquer dans le développement de l'ESS, d'accord, en faisant appel à des structures d'insertion, en faisant appel à du secteur protégé ou du secteur adapté. Et la garantie de répercussion sur des achats sur le tissu local, ça veut dire que vous pouvez vous mesurer clairement qu'est-ce que vous pouvez faire, combien est-ce que vous achetez, vous faites d'achats locaux et vous posez aussi des objectifs sur cette dynamique. Et donc, oui, s'impliquer dans le développement de l'ESS. L'ESS, c'est clair pour tout le monde ce que c'est ou pas? L'économie sociale et solidaire. Donc, il y a tout un tas d'entreprises qui contribuent à cet écosystème-là. Et ça peut aussi être une bonne manière de mettre un pied dans les achats locaux sur ce sujet. Voilà pour la partie théorique. Voilà pour les 7 de présentation de l'ISO 26000. Alors, c'est rapide, 46 minutes déjà, mais ça permet de… Oula, j'ai plus de batterie, une seconde. C'était moins une. Pardon. Donc, on va pouvoir maintenant rentrer un peu plus dans la pratique. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer ces éléments dans le processus achat. Les entreprises, chacune a son processus d'achat. J'en ai proposé un ici qui me semble un peu générique, d'accord. Je définis une stratégie, je fais mon expression du besoin, j'analyse mon marché, notamment mon marché fournisseur, je rédige mon cahier des charges, je consulte mes fournisseurs, je négocie. Après, on a toute la phase transactionnelle de passer les commandes, réception de la marchandise, etc. Et on finit avec la partie SRM, Supplier Relationship Management, d'accord, la gestion de la relation fournisseur, et puis je repars dans ma boucle. Chaque entreprise a son propre processus. J'ai essayé de faire un truc un peu générique et pour regarder à chaque étape, qu'est-ce qu'on peut faire. Expression du besoin. Quelles sont les actions durables qu'on peut faire? C'est bien sûr intégrer des critères de durabilité dès la formulation du besoin. D'accord? Quand vous formulez votre besoin, dès que vous rédigez votre cahier des charges, intégrer les enjeux d'économie d'énergie, de matières recyclées, de réparabilité. Considérer toujours l'usage raisonné des ressources. D'accord? Ou des alternatives à l'achat. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions plutôt que d'acheter? Est-ce que je ne peux pas louer? Est-ce que je ne peux pas prêter, récupérer, hein? Et dialoguer avec les utilisateurs internes pour détecter d'éventuelles attentes sociales ou éthiques. Analyse du marché fournisseur. Alors, vous devez impérativement vous poser la question de l'impact social et environnemental des zones où vous approvisionnez. D'accord? Bien sûr que si vous approvisionnez en France, en Allemagne ou dans le nord-ouest de la Chine, l'impact social et environnemental ne sera pas le même. Donc, il faut avoir une connaissance de cette zone d'approvisionnement, des conséquences que ça peut avoir. Hein. Il y a des outils comme le Pestel, par exemple, qui existent et qui vous permettent de faire ça.
Essayer de privilégier les circuits courts, les fournisseurs locaux, les acteurs de l'ESS dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Rien ne sert d'aller en Chine pour acheter des produits, alors qu'effectivement, on a des centres d'insertion qui sont capables de faire de l'avantage avec des taux horaires. Hein, ils sont subventionnés, donc ils ont des taux horaires de fabrication qui sont réduits. Alors, c'est pas au prix de la Chine, mais quand on intègre les coûts de transport, quand on intègre tout ça et qu'on regarde l'impact social qu'on peut avoir, la question est posée. Et ne pas hésiter à utiliser des labels ou des certifications qui sont existantes pour sélectionner vos fournisseurs. La définition de la stratégie achat. On va intégrer bien sûr des critères RSE dans les grilles de segmentation, dans vos matrices œcralgiques, etc. On va se définir des objectifs d'achat responsable, un pourcentage d'achat vert, un pourcentage de fournisseurs qui ont une évaluation RSE. Donc, on va mettre en place des KPI pour suivre ça et on va se fixer des objectifs. Et bien sûr, on a une charte achat responsable qui donne un peu le guide et la stratégie que vous vous êtes fixé. Je vous ai remis dessous, vous voyez, hein, les liens avec les piliers de l'ISO 26000 pour faire le lien avec ce qu'on a vu juste avant. Dans la réduction du cahier des charges, demandez des éléments de preuve. D'accord, c'est bien, on l'a vu tout à l'heure, la notion déclarative, elle est importante, mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc, demandez à vos fournisseurs qui vous donnent des bilans carbone, qui vous donnent des relevés éthiques, qui vous donnent les preuves comme quoi ils sont à jour de leur cotisation sociale, s'ils ont des plans de formation qui sont prévus, voilà, qui donnent des éléments de preuve pour le faire. Précisez si vous avez des exigences en termes d'emballage, de transport pour limiter l'impact environnemental. Ça peut être fait de manière assez simple. Si on veut, par exemple, réduire l'usage du plastique, c'est quelque chose qui peut être précisé à votre fournisseur dès la phase de cahier des charges en disant, ben voilà, essayez de trouver des emballages sans plastique ou en limitant l'usage du plastique ou en utilisant des plastiques recyclés. Et bien sûr, on introduit des critères RSE dans les sélections des fournisseurs, mais on essaie de les pondérer. On ne met pas des critères, voilà, on met 70% sur le prix, 20% sur l'offre technique, 10% sur la RSE. Bah non, on essaye de faire grossir la pondération de ces critères RSE pour qu'ils rentrent vraiment en ligne de compte dans le choix de notre fournisseur. Consultation et sélection des fournisseurs. Bon, on applique ces fameux critères RSE dans le déploiement des offres. On favorise les entreprises qui sont inclusives ou qui sont déjà responsables. Et on vérifie que les pratiques et ce qui a été fait, dit par les fournisseurs, est fait réellement sur le terrain. Hein, on en a parlé déjà tout à l'heure, audit, questionnaire, etc. Négociation. Alors, sur la négociation, on essaye d'avoir une négociation en transparence, partenariale, dans une logique gagnant-gagnant, d'accord ? On co-construit avec nos fournisseurs des plans de progrès. On n'est pas là pour imposer des conditions, des pénalités. Non, on est là pour faire progresser notre fournisseur. Donc, on met des marches, des étapes et on accompagne notre fournisseur dans la progression de ces étapes. Et on inclut des clauses contractuelles sur les engagements RSE, à la fois un code de conduite et éventuellement des pénalités s'il y a un non-respect de ces engagements RSE. D'accord ? Donc, on fixe des objectifs, on les suit dans le temps et c'est écrit dans le contrat noir sur blanc pour l'application. Et dernier pilier, la SRM et le suivi de la performance. Donc, SRM pour Supplier Relationship Management, c'est un suivi de la relation fournisseur. C'est aussi le rôle des achats de suivre la performance de ces fournisseurs. Et donc, on va mettre en place un suivi de la RSE à travers des KPI. J'en ai donné quelques exemples, mais il peut en exister plein. L'empreinte carbone de fournisseurs, le pourcentage de fournisseurs engagés ou leur notation EcoVadis. On va animer une relation fournisseur responsable où quand on fait des business reviews avec nos fournisseurs, on a un volet autour de la qualité, on a un volet autour de l'activité commerciale, on a un volet autour des prix. On rajoute un volet en plus de l'innovation autour de la RSE. Et on a des discussions avec nos fournisseurs là en disant quels sont les progrès que vous avez faits, qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place, comment vous progressez là-dessus. Et on n'hésite pas à co-développer aussi des innovations responsables avec nos fournisseurs. Hein. La plupart de vos fournisseurs sont sensibilisés à ces questions et à ces sujets. Donc, du coup, ils vont être assez proactifs dans cette dynamique. Pour la plupart, hein, pas pour tous, mais pour la plupart. Donc, profitez-en, appuyez-vous aussi sur eux pour trouver des solutions. Ils ont déjà innové, ils ont déjà proposé des choses chez d'autres clients qui pourraient mettre en place chez vous. Et ça pourrait vous permettre d'atteindre vos objectifs par rapport à ça. Voilà pour l'application. Je suis à 53 minutes, Irina, sur 1 heure, donc on n'est pas trop loin. Ça laisse un peu de temps pour d'autres questions s'il y en a. Avec l'idée, vous retrouvez tout ça dans les slides. Une première partie théorique, on vous présente les 7 piliers d'ISO 26000 et ensuite on regarde, on l'a déjà fait tout au long, mais précisément à chaque étape du processus, à chaque qu'est-ce qu'on peut mettre pour acheter de manière plus responsable. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Donc effectivement, bon, il y a une question de nouveau sur le support.
Effectivement, les supports, ils seront envoyés par mail à la suite de la présentation. Donc là, il y a pas de souci. Il y a des personnes qui sont en train de taper leurs questions, mais en attendant, je peux peut-être en profiter pour en poser une. Selon toi, quel est le rapport et le lien entre la stratégie d'achat responsable, donc le service achat, et la stratégie d'entreprise globale? Ok, alors c'est toujours important de manière générale, si on sort des achats responsables, la politique achat, elle découle de la politique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a une direction d'entreprise qui fixe un cap. Et nous, aux achats, on est là pour mettre en place, mettre en œuvre les éléments pour pouvoir atteindre ce cap-là. D'accord? On est là pour, on est une ressource et on est là pour mettre en œuvre des choses qui nous permettent d'atteindre ce cap-là. Dans la démarche achat responsable, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un cap RSE qui est fixé par la direction, avec un peu de chance en gouvernance, avec une décision qui est co-construite, etc. Et nous, on met en place une politique achat responsable qui nous permet de servir ces enjeux-là. Par exemple, imaginons qu'on fasse qu'on ait des produits, qu'on fasse du service, par exemple. D'accord, on est une société de service. L'utilisation des produits chimiques, c'est pas un enjeu pour nous. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va mettre le cap. Donc, par contre, travailler avec des sociétés en situation d'insertion ou de personnel en situation de handicap, là, ça peut avoir du sens. Donc, la question, c'est quoi le cap? Comment je mets en place une démarche achat responsable qui permette de soutenir ce cap et qui ait du sens et qui ait un effet levier qui soit pertinent. Merci Emmanuel. Justement, il y a Muriel qui est rebondi là-dessus en disant que la clé d'entrée réside sur la volonté de la gouvernance qui est souvent et malheureusement motivée par les aides des organismes financiers qui exigent une démarche RSE et donc pas par une conviction sincère. Pas toujours, hein. Attends, Irina, pas toujours. Hein. Ça peut aussi être. Alors, c'est pas toujours fait. C'est Muriel qui pose la question dans la notion d'aide. Il y a aussi beaucoup de décisions qui sont prises, non pas parce qu'il y a une volonté propre, mais parce qu'il y a une attente des clients, en fait. Et donc, on a les grands donneurs d'ordre, les clients finaux qui poussent dans cette direction-là et qui demandent des éléments de preuve sur la politique RSE de l'entreprise. Et donc, l'entreprise est obligée de s'y mettre parce qu'effectivement, ses clients le demandent. Mais on peut le voir de manière négative, mais aussi on peut le voir de manière positive. Nous, en tant qu'acheteurs, on a un pouvoir pour pousser les entreprises, nos fournisseurs, à s'améliorer sur cette dynamique-là et il faut en profiter. Stéphanie, elle a rebondi également sur la question de la CSRD, le fait que les rapports EEG, ça permet d'avoir des outils pour connaître justement pour savoir si les fournisseurs remplissent les conditions ou pas. Ouais, il y a une question... peu dans l'incertitude pour l'instant autour de tout ça, hein, parce qu'effectivement, on sent que les choses changent, un pas en avant, un pas en arrière. C'est effectivement pour l'instant encore compliqué de se prononcer. Pour autant, moi, je suis d'avis de dire qu'il ne faut pas attendre que les politiques prennent les décisions. On est aussi là pour faire bouger un peu les choses. Et on peut aussi, même si un certain nombre de choses ne sont plus obligatoires ou ne sont pas obligatoires, on peut nous aussi les imposer dans notre entreprise parce qu'on est persuadé de la dynamique que ça peut avoir. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses entreprises qui ont dit qu'elles allaient continuer dans ce sens-là, malgré, indépendamment plutôt des contraintes légales. Il y a une question, alors je ne sais pas si tu peux y répondre en 1 minute puisqu'on devrait nous séparer bientôt, mais Adam demande comment mettre en place SRM. Est-ce que c'est une question à laquelle on peut répondre en 1 minute? Comment on met en place un SRM? SRM, ça veut dire suivi de management de la relation fournisseur. Donc, pour mettre ça en place, c'est très simple. Il faut juste avoir une relation fournisseur et la suivre. Donc, la meilleure manière de faire, c'est d'organiser une réunion annuelle avec tes fournisseurs où tu n'es pas là pour discuter d'un contrat, d'une commande, tu es là pour faire le point annuel sur ce qui se passe. Et petit à petit, cette réunion, elle va se transformer en qu'est-ce qui se passe mal, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. En fonction des réponses, on va mettre en place des objectifs avec des indicateurs de performance du fournisseur, des KPI, pour suivre ça. Et à la réunion suivante, on va vérifier en disant, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment est-ce que tes indicateurs ont évolué? Donc, est-ce que les actions que tu as mis en place ont permis de faire évoluer les indicateurs? Et ensuite, on va élargir ça, non plus au problème qualité, mais au sujet de l'innovation, au sujet de la RSE, au sujet des prix. Voilà, on essaye de mettre en place ça. Et puis, quand c'est plus tous les ans, c'est tous les trimestres, Quarterly Business Review, faire ça avec le fournisseur tous les trimestres.
Merci Emmanuel pour cette réponse très succincte mais précise. Alors il y a les participants qui nous remercient également dans le chat. Merci à tout le monde. C'était très intéressant. Effectivement, la présentation, mais aussi les échanges grâce aux questions qui ont été posées. Très bon après-midi à tout le monde et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.